Cette semaine, Méditerranéo vous invite à vous perdre dans les ruelles de la Médina de Fès, en pleine restauration. Nous ferons ensuite une pause gourmande dans la plus grande fabrique de calissons d'Aix. Notre voyage se poursuivra du côté de Nice à la rencontre des Italiens tombés amoureux de la ville. Enfin, notre séquence mémoire fera escale sur l'île de Vis en Croatie. Longtemps absents, ses habitants reviennent s'y installer. La Médina de Fès est une des plus célèbres au monde. Grâce à un vaste programme de rénovation lancé par le roi Mohamed VI, ses nombreuses bâtisses et monuments historiques retrouvent une nouvelle jeunesse. C'est en prenant de la distance que l'on mesure le mieux l'étendue de la Médina de Fès. 280 hectares d'entrelacs de ruelles dominés par les minarets des mosquées. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, la vieille ville attire de nombreux touristes, le plus souvent accompagnés de guides locaux. Ça fait 38 ans que je fais ça et je me lasse jamais parce qu'à chaque fois que j'arrive, je découvre quelque chose, des secrets, parce que la Médina contient beaucoup de secrets et de mystères. L'histoire de la Médina remonte au 8e siècle. Elle se développe rapidement sur les deux rives de l'Oued Fès. Voilà, on arrive donc à la Médina, la vieille ville. C'est là où on va oublier complètement la vie moderne pour plonger dans la vie moyenâgeuse. Malgré un ambitieux plan de rénovation, le visage de la Médina reste immuable. Artisans, commerçants, tout le monde reste en place après les travaux. C'est considéré vraiment un musée vivant, parce que les gens qui exercent, les gens qui marchent, les gens qui habitent n'ont absolument pas changé leur mode de vie, n'ont plus d'activité. Au bout d'une ruelle, la place Séfarine où exercent de nombreux dinandiers qui façonnent des objets métalliques. C'est ici que se dresse la bibliothèque Karawine, la plus vieille au monde. Fondée au IXe siècle par Fatima El Firea, la fille d'un riche marchand de Kérouan en Tunisie, elle accueille toujours des chercheurs et des étudiants. Architecturalement, ce qui la caractérise, c'est le calme, de sorte que l'on n'entend pas les bruits extérieurs. Deuxièmement, c'est un espace confortable pour le travail, en comparaison avec d'autres lieux où il y a une grande affluence d'étudiants. Et puis on sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Derrière cette porte blindée se trouve tout un pan de l'histoire mondiale. 2000 manuscrits anciens, ouvrages de théologie, de médecine, souvent donnés à la bibliothèque par les auteurs eux-mêmes. Dans la salle, l'hygrométrie est contrôlée, la surveillance constante, tout est mis en œuvre pour une conservation optimale. Comme vous pouvez le constater, tous les manuscrits ont été mis dans des boîtes à carton bleu. C'est un carton spécial anti-acide, sachant que l'acidité, c'est l'un des facteurs dégradants des manuscrits ou bien de l'encre par lequel sont écrits ces manuscrits. Parmi ces trésors, un Coran du IXe siècle écrit sur peau de chameau. C'est la pièce la plus ancienne. Vous voyez ici, le début du sourate, c'est en or. La bibliothèque est équipée d'un laboratoire pour restaurer et copier tous les ouvrages. Ils sont systématiquement reproduits sur microfilm. Nos ancêtres nous ont laissé ce patrimoine, alors c'est à nous de le laisser aux futures générations. Entre 2013 et 2016, la bibliothèque a fermé pour la première fois de son histoire. Elle a subi d'importants travaux de rénovation avant de retrouver son aspect d'origine. Il faut garder toujours l'authenticité du bien restauré. Et il faut toujours rajouter le minimum de matériaux nouveaux. C'est là que réside le secret de la restauration de la Médina.
Mahmed, notre guide, nous conduit dans une médersa, une résidence pour étudiants proche de l'université Qarawin. Elle avait été endommagée par les effets du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Elle a été rénovée récemment par des artisans locaux qui ont conservé leur art au travers des siècles et qui font depuis toujours la fierté de Fès. On a recensé près de 50 000 artisans et artisanes. C'est vrai qu'à un moment donné, ils allaient perdre carrément leur artisanat et leur travail, vu que la machine leur a fait de la concurrence. Et c'était exactement en 1968 quand Feu Hassan II avait intervenu pour créer des chantiers afin de ne pas leur donner un poisson, mais de leur apprendre à pêcher. Et de nombreux jeunes tombent encore aujourd'hui dans les filets de l'artisanat. Dans ce centre de formation, des apprentis sculptent le plâtre, un élément de décoration incontournable au Maroc. Ici, le travail que l'on fait, c'est dans le style local. C'est ça notre travail à nous. On ne fait pas de choses à la mode européenne. On reprend les façons de faire de nos ancêtres et on fait un pas en avant. On prend quelque chose de la tradition et on y ajoute de nouvelles formes. Le centre accueille chaque année 300 nouveaux apprentis dans 26 métiers différents. C'est un centre qui a été réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, pour répondre à un besoin de formation en main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'artisanat, donc surtout pour répondre aux besoins du tissu économique de la ville de Fès. Les formateurs sont pour la plupart des artisans en activité. Certains ont même installé leur atelier dans les murs du centre. Assayeb Khalid règne sur la section de peinture sur bois. Il est l'un des artisans les plus réputés de la ville. Notre produit, on essaie de le développer pour l'adapter à la culture internationale, de sorte qu'on le retrouve en Europe, en Amérique, au Japon, qu'on le retrouve partout. Notre objectif, c'est qu'il ne reste pas cantonné au Maroc. Derrière ces ruelles, Fès abrite des trésors bien cachés dont la restauration nécessite patience et application. Cela fait 1 an et demi qu'Adelbir Azel travaille ici. C'est lui qui a réalisé ces peintures traditionnelles. Ça, c'est du style Beldi. C'est de l'ancien, on fait le travail et après on le salit pour que ça ait l'air vieux. Si ça ne me plaisait pas, je ne le ferais pas. Ce riad de 1000 mètres carrés est en chantier depuis 6 ans. Il reste 18 mois de travaux. Tout est fait à l'ancienne, en utilisant par exemple ce mélange de chaux et de sable qui fermente ensemble depuis 8 mois. On suit les instructions de l'architecte, on ne peut pas faire autrement. Une maison ancienne, ça se construit de cette manière-là. On ne peut pas tricher, sinon l'architecte refuse les travaux. Démarré en 2013, le plan de rénovation de la Médina concerne 4000 maisons et 27 monuments historiques. Pour le plus grand plaisir des centaines de milliers de touristes en visite dans la cité impériale. Ils nous ont parlé de tout ce qu'ils font pour les peintures, les tanneries, pour les garder dans leur état originel. Ce qui m'impressionne, c'est l'artisanat, justement, les mosaïques qui sont créées sur les murs ou bien même le travail dans le bois. Aujourd'hui, tous les projets d'envergure sont terminés, sauf un qu'a tenu à nous présenter Mahmed, le guide touristique. Ce projet est en cours. Il y a eu un petit arrêt. Il va reprendre pour qu'on voit bien l'eau passer bleue. Elle va être traitée, assainie. Elle passe dans le lit, bien sûr. Le reste passe sous mes pieds. C'est les égouts. La réhabilitation de l'Oued Fès permettra de redécouvrir cette rivière, berceau de la ville, il y a plus de 1200 ans. Célèbre confiserie d'Aix-en-Provence, le calisson coulait depuis 500 ans des jours heureux. En 2016 pourtant, un entrepreneur chinois a fait trembler le petit monde des calissonniers provençaux, menaçant l'existence du délicieux losange.
la plus grande fabrique de calissons d'Aix-en-Provence, sortent chaque année 50 millions de ces confiseries à base d'amandes et de fruits confits. Il y a 2 ans, Maxime découvre les secrets de leur confection transmis par les plus anciens. Il perpétue aujourd'hui cette tradition qui n'a pas beaucoup changé au fil des siècles. On va dire que les Bretons ont leur 4/4, nous on a notre 3/3. Si on schématise grossièrement, ça va être 1/3 d'amandes, 1/3 de melon confit et 1/3 de sucre. Quelqu'un qui a un palais aiguisé sentira ici une touche d'orange, là une touche de pastèque, là une touche de citron. Voilà, chaque maison a son petit truc. Les amandes proviennent de France, de Provence et d'Espagne. Livrées séchées et mondées, elles sont humidifiées en usine puis travaillées avec le melon de Cavaillon et d'autres fruits, confits à Apt. Fondamentalement, il faut garder une qualité de matière première qui soit réelle. On a essayé de faire des calissons pour tenter avec des amandes de Californie. Je vous le déconseille. On voulait voir ce que ça pouvait donner, on a été très déçus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sachant qu'on travaille avec des matières qui sont vivantes, on a besoin d'avoir une certaine sécurité et une qualité qui ne va pas se perdre. Malaxée à chaud, la pâte est ensuite mise au repos pendant 3 jours. Interviennent alors les calissonneuses qui façonnent le calisson sur une feuille d'hostie, puis le recouvrent de glace royale à base de blanc d'œuf et de sucre glace. Au total, il faudra compter 1 semaine pour fabriquer un calisson traditionnel. Le calisson d'Aix traditionnel, il a une taille entre 4 et 6 cm de longueur et un poids d'environ 13 grammes. Donc ici, pour revenir sur cette machine qui est un broyeur, donc 1920, on mettait tous nos ingrédients, les amandes, le melon confit, l'écorce d'orange confite. Les fruits confits étaient déjà pré-broyés, on va en reparler tout à l'heure, pour que la pâte soit plus homogène, plus facile à écraser. Et il fallait donc tourner la roue, les cylindres tournaient sur eux-mêmes, même principe que pour les mondeuses. Et il fallait recommencer plusieurs fois la manœuvre, je vous laisse imaginer, pour avoir une pâte homogène. Donc c'était assez physique à l'époque de faire des calissons. Si le calisson a toujours fait partie de la tradition provençale, on situe son âge d'or à la fin du XIXe siècle. À cette époque, pas moins d'une vingtaine de confiseurs se partagent le marché aixois. Quant à ses origines, elles restent mystérieuses, même si on attribue volontiers au roi René la paternité du délicieux losange. Le roi René, en 1454, va se marier avec la reine Jeanne. Et cette reine qui ne souriait jamais parce qu'elle était de constitution maladive, le pâtissier a eu l'idée de créer et d'inventer une spécialité d'une forme un petit peu originale. Et la reine, pour la première fois, en dégustant cette spécialité, se mit à sourire. Évidemment, les courtisans, tout ébahis, dire « mais de que testo nostro reino, de quoi mange notre reine ?» Et un courtisan un peu plus futé que les autres dit « des calinsun », c'est-à-dire ce sont des câlins, ce qui laisse à penser que le pâtissier était sûrement amoureux en secret de sa reine. Depuis cette époque, le calisson a fait le tour du monde, jusqu'en Chine. En juin 2016, l'Union des fabricants du calisson d'Aix découvre avec surprise qu'une marque de calisson vient d'être déposée par un entrepreneur chinois. Sans tarder, les 12 membres du syndicat se mobilisent et obtiennent contre toute attente gain de cause au bout d'1 an. Secoués par cette mésaventure, les calissonniers décident de s'atteler ensemble à l'obtention d'une IGP, une indication géographique protégée. Mais bon, on est sur la dernière ligne droite, on avance, ça va dans le bon sens, donc voilà. Ah oui, il va y avoir, du coup après on pourra communiquer avec un macaron ou quelque chose pour dire qu'on est IGP, pour se différencier de ceux qui ne le sont pas. Alors une fois effectivement qu'on aura obtenu l'IGP, il y aura clairement le logo IGP qu'on pourra accoler sur nos boîtes de calisson d'Aix. Si le dossier est prêt à être déposé, le plus dur a sans doute été de s'entendre sur un cahier des charges. Chaque calissonnier respecte bien évidemment la tradition d'Aix du calisson d'Aix,
mais chacun revendique un peu sa spécificité, son savoir-faire. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à trouver un dénominateur commun. Dans l'IGP, on détaille exactement la qualité des matières premières, leur origine, leur spécificité, les proportions dans la recette. On limite aussi la liste des ingrédients qu'on peut utiliser dans un calisson d'Aix. Donc autant de garanties pour le consommateur d'avoir le vrai produit, le calisson d'Aix, et pas une pâle copie. Autre cheval de bataille des confiseurs aixois, la réintroduction de l'amandier en Provence, à la base de nombreuses spécialités locales. Arraché massivement dans les années 1950 à cause du gel et de sa faible rentabilité, l'arbre devrait être replanté sur 1000 hectares d'ici 5 ans et retrouver peu à peu sa place d'autrefois. Là, on voit que cette année, on a eu quand même pas mal de verre, on est bien. On a eu de l'eau quand il a fallu. Et là, ceux-là, ils sont beaux, hein, ceux-là. Donc ça, c'est des sions qu'on a plantés en 2015. Il y a une forte croissance, en fait, une demande croissante de 12% par an, de demande sur l'amande. Pour vous donner vraiment les chiffres, c'est 1000 tonnes produites par an en France, 36 000 tonnes consommées. Donc il y a un énorme déficit de production, donc on est obligé d'importer énormément d'amandes. Du coup, on s'est dit, enfin pas nous comme transformateurs, mais les producteurs d'amandes se sont dit qu'il faut qu'on replante les producteurs locaux. Et depuis quelques années, on replante beaucoup d'amandiers. Tournés vers l'avenir, les calissonniers n'oublient pas pour autant d'où ils viennent. Début septembre, la bénédiction des calissons nous replonge au temps où la peste menaçait la ville d'Aix et pendant laquelle on distribuait des confiseries bénites. Chaque année, de nouveaux compagnons des calissons maintiennent bien vivante cette tradition. Tour à tour grecque, génoise, piémontaise ou française, Nice a toujours gardé avec sa proche voisine des liens privilégiés. Aujourd'hui encore, l'influence de la communauté italienne continue de marquer l'ensemble de la culture locale. Avant les Russes, avant les Anglais, Nice avait déjà un air d'Italie. Ne dites pourtant jamais aux Niçois qu'ils ont été italiens, ce n'est pas le cas. Non, mais le comté de Nice a longtemps appartenu au royaume de Piémont-Sardaigne avant que l'Italie ne réalise son unité, en 1861. Et à cette date, les Niçois, eux, votent pour le rattachement à la France. Voilà pourquoi de nombreux immeubles des quartiers anciens sont typiques de l'architecture piémontaise. Pas de surprise donc si Carlo Molinero, habitant le quartier, se sent ici en pays de connaissance, comme dans la capitale du Piémont. On dirait d'être à Turenne ici. La place, c'est un petit peu une place de Turenne, l'architecture classique avec les arcades. Garibaldi, c'est l'héros de l'Italie, mais il est né à Nice. Eh oui, ironie du sort, Giuseppe Garibaldi, pionnier de l'unité italienne, est né de ce côté de la frontière. La frontière, Carlo la franchit tous les dimanches depuis une dizaine d'années. Il quitte Nice pour prendre la route de la vallée de la Roya, direction le col de Tende, pour basculer dans le Piémont, en Italie. Eh oui, Carlo a un pied de chaque côté de cette frontière. Une fois par semaine donc, il retrouve son pays natal, mais il vient surtout pour son commerce. Nous voilà au cœur d'une immense coopérative agricole bio. Et en automne, ce sont surtout des pommes que Carlo achète. Des pommes de toute variété et de tout acabit. Et tous les lundis, Carlo rentre à Nice, la camionnette chargée de bons produits frais du Piémont. Direction le quartier du Port, non loin de la vieille ville. C'est là qu'il tient boutique.
Sa boutique, c'est un café, c'est une épicerie bio, un peu une crèmerie aussi, mais surtout un petit bout d'Italie à Nice. Et il y a ici quelque chose de très difficile à trouver en France, un bon cappuccino. On ne comprend pas parce que les Français ne sont pas capables. En réalité, il y a peu de secrets, quelques-uns, oui. Déjà, il faut utiliser un lait entier. Et après, c'est une façon de chauffer le lait. Et à midi, la boutique se transforme en restaurant. Le cuisinier, Alessandro, est italien, comme de bien entendu, mais la cuisine, elle, se veut métissée. C'est pas italien ou français, c'est la recherche de l'excellence. C'est ça vraiment les guides qu'on utilise dans notre recherche, voilà. En s'enfonçant dans le vieux Nice, on pénètre dans d'étroites ruelles. Les immigrés italiens ont peuplé ce quartier au gré des périodes de pauvreté ou de crise dans leur pays. D'abord les Piémontais qui quittaient leur ferme durant l'hiver pour travailler dans le tourisme. Ensuite, des Italiens de toute la péninsule qui sont devenus artisans, maçons, commerçants, avant de se fondre peu à peu dans ce décor qui leur va si bien. C'était les personnes qui travaillaient pour les Russes et pour les Anglais, en réalité. C'est une immigration simple, je trouve. C'était très simple la vie en Italie et ils ont porté leur vie ici. Ils sont venus ici, ils sont intégrés dans la société, ils sont devenus français, ils ont fait des enfants français, ils se sentent français. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Et c'est aussi le succès qu'ils ont eu partout dans le monde. Devenue en 1945 une importante base militaire, l'île de Vis a peu à peu été désertée par ses habitants. Aujourd'hui, certains sont de retour pour tenter de revaloriser leurs terres. Voici notre séquence mémoire. Tonchi et Fanita ont perdu leur emploi quand les entreprises pour lesquelles ils travaillaient ont été privatisées. Ils ont alors rénové une maison de famille, perdue au milieu des vignes et des oliviers. En hiver, on taille nos vignes. En automne, on cueille les olives. Puis vient l'été. Et à ce moment-là, on fait de l'agrotourisme. On propose nos produits aux touristes. Voilà, c'est comme ça qu'on a du travail toute l'année. Senko Caruza s'est installé dans la petite calanque de Malatravna en 1984. Il était éditeur à Zagreb. Il fait son vin, pêche tous les jours sous les fenêtres de sa maison. Lui aussi veut développer l'agrotourisme. Pour tous ces enfants de l'exil, originaires de Vis, la vie dans l'île a d'abord été un combat. Pour moi, par exemple, le plus grand problème, c'est que les traditions se sont interrompues. La tradition du vin, surtout. La génération de nos parents ne nous l'a pas transmise. Et c'est dur de rattraper ce manque, ce vide. Si quelqu'un veut faire du vin, personne ne lui a appris. Il faut qu'il commence à zéro. De son expérience, Senko a fait un livre, son titre « Guide de l'île ». 60 histoires qui racontent que le paradis n'est jamais loin de l'enfer. Comme tous les autres, Senko craint que Vis soit piégé par le tourisme. C'est un grand danger. Moi, je pense qu'on va échouer. Mon projet de vie est à court terme, mais je veux rester ici et me battre jusqu'au dernier souffle. En attendant, comme c'est le cas en Grèce ou en Espagne, l'île commence à prendre un fort accent britannique. Une bonne partie du village de Vis a été vendue à des Anglais par des enfants d'émigrés qui n'ont pas tous fait le choix du retour. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.